Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, la réconciliation à pas forcé, pré-congrès du RHDP, préparatif du congrès des 21 et 22 juin prochains. On en parle également dans cette édition. Football, les nouvelles révélations de failles émergent. Merci à vous de nous rejoindre dans ce numéro de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. On ouvre les débats dans quelques instants. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, deux figures au destin étroitement liés entre 2002 et 2011 et qui se retrouvent aujourd'hui dans un imbroglio relationnel dont on ignore grandement la teneur. L'on remarque notamment que l'ancien président évite soigneusement de mentionner le nom de l'ex-chef des Jeunes Patriotes dans tous ses discours politiques, comme ce fut encore le cas le samedi 7 juin dernier lors du meeting qu'il animait dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Ka, sur laquelle il n'y a pas Soro Dio, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Jean-Richard Nguesson, Soro Djabiga, bonsoir et merci d'être encore là pour décrypter l'actualité. C'est un plaisir pour moi d'être présent pour décrypter l'actualité en compagnie de Jean-Richard. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Merci également à tous les deux. Alors Soro Djabiga, je commence avec vous. L'on a tous suivi la déclaration de Charles Blé Goudé qu'il a tenue hier soir et qui est largement relayée par les réseaux sociaux proches de son camp politique. Mais on a tout d'abord cette déclaration que l'on vient de faire passer de Laurent Gbagbo qui encore le samedi 7 juin dernier lors de son meeting à Port-Boué a évité de citer le nom de Charles Blé Goudé parmi les exclus de l'opposition de la course à la présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Je suis tombé sous l'admiration de la déclaration de Charles Blé Goudé. Mais tout d'abord, les propos de Laurent Gbagbo. Oui, vous savez, vu que ça concerne spécifiquement Charles Blé Goudé, dans ce cas précis, voilà, on se penche là-dessus et tout le monde se meut, d'autres commentent de diverses manières. Mais Laurent Gbagbo, dans sa méthode, il a fait cela avec Afin N'Guessan. Quand il est revenu de la haie et qu'il était question de créer un nouveau parti politique, il évitait sciemment de prononcer le nom d'Afin N'Guessan chaque fois qu'il devait aborder la question du FPI. Laurent Gbagbo, il est dans sa méthode, c'est sa démarche. Après, on ne va pas lui imposer cela. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la rancœur, la rancune contre ses alliés? Pour ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, c'est un autre Laurent Gbagbo qui est revenu de la CPI, malheureusement. Quand il revient de la CPI, quand Laurent Gbagbo revient, ils vont d'abord avec les églises évangéliques, il commence à fréquenter les églises catholiques. Et là, il annonce officiellement qu'il divorce avec son ex-épouse, Simone Yves Gbagbo. Et il a d'autres nouvelles méthodes qu'on commence à voir, il a d'autres démarches, il s'impose une nouvelle ligne. Et c'est là qu'on a vu un peu son attitude avec Afin N'Guessan et avec Charles Blé Goudé. Donc, on n'est pas surpris. Après, c'est de son droit et c'est ceux qui sont dans le secret qui savent un peu ce qui s'est passé quand ils étaient à la haie entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, on n'est pas surpris, mais c'est un peu gênant quand même de voir que ces deux hommes qui étaient très bien liés, qui entretenaient de très bonnes relations, qui ont fait bouger les lignes en Côte d'Ivoire pendant la lutte contre la France, entre griffes, je le dis comme ça. À la CPI, c'est des gens qui ont mené le combat ensemble jusqu'à ce qu'ils soient libérés, ils soient acquittés. Et hier, quand j'entendais le discours de Charles Blé Goudé, je suis tombé sous son admiration. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Voilà, j'ai compris que voilà, il est dans la posture d'un fils qui veut calmer les choses. Mais il faut pas imposer à Laurent Gbagbo ce que nous on voudrait, ce que nous on voudrait forcément. Il a ses raisons, il sait ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo sait ce qu'il oppose à Charles Blé Goudé. Et les deux sont dans les formes. Quand on demande à Charles Blé Goudé, il dit qu'il a entrepris des démarches pour pouvoir aller voir son père. Et quand on demande à Laurent Gbagbo, il dit que ses portes sont ouvertes, que Charles Blé Goudé peut venir quand il veut. Voilà. Mais fondamentalement, on ne sait pas ce qui les oppose. Donc, c'est difficile de commenter véritablement ce qui les oppose. Mais on est sur les formes. On voit Laurent Gbagbo qui évite sciemment, qui fait vraiment attention à ne pas prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Et un Charles Blé Goudé qui appelle à l'apaisement, qui est dans la posture d'un enfant. Absolument. Jean-Richard Nguesson, lors des préparatifs pour le meeting de la CAPSI, dans la commune de Yopougon, Charles Blé Goudé, justement, indiquait qu'il y a certains acteurs politiques de l'opposition, et non pas des moindres,
qui ont du mal à prononcer son nom parmi ceux qui sont victimes de ce qu'ils considèrent comme étant l'injustice qui est pratiquée contre les partisans, contre les leaders de l'opposition. Il faisait certainement référence à Laurent Gbagbo et cela s'est confirmé le samedi 7 juin dernier lorsque l'ancien président prend la parole. Il cite les noms de Cheikh Tidiane Cham du PDCI, de Guillaume Soro de GPS, mais arrivé à Charles Blé Goudé, il s'emporte, etc. Une manière tout à fait ce qu'on vient de constater d'ailleurs dans l'élément qu'on a eu à entendre. Alors qu'est-ce que cela, quelle est votre réaction face à cette attitude de Laurent Gbagbo? Moi, cette posture du président Laurent Gbagbo, pour ma part, est dérangeante. Vous savez, le président Laurent Gbagbo aurait pu, dès son retour de la haie, être le point de ralliement de toute la gauche ivoirienne. Malheureusement, Soro rappelait quelques épisodes, mais moi je pense pour ma part que le président Laurent Gbagbo a raté plus ou moins son retour en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur l'histoire qui lie le président Laurent Gbagbo au président Charles Blé Goudé, ces deux personnalités qui ont marqué ensemble l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Notamment en 2002-2011, lors de la crise militaro-politique. Et bien avant cette crise, c'est vrai qu'il y a eu cette crise, mais rappelons à toutes fins utiles que Charles Blé Goudé a été ministre du président Laurent Gbagbo. Bon, dans les tout derniers mois de sa présidence, une présidence encore légalement contestée sur le plan international. Vous savez, quand vous décidez d'adouber un de vos enfants et en faire un ministre, c'est dit que vous avez confiance en lui. Absolument. Il a été ministre du 7 décembre 2010 jusqu'au 11 avril 2011. C'est vrai qu'en termes de record de longévité dans un ministère, c'est très court, mais n'empêche que c'était quelqu'un qui a démontré de la fidélité au président Laurent Gbagbo. On sait que depuis la FECI, il a milité, il était très proche du Front populaire ivoirien. Il a été secrétaire à l'organisation de la FECI déjà à cette époque-là, mais il était très proche du président Laurent Gbagbo. Tous les deux sont de gauche, hein, il faut effectivement, jusqu'à ce qu'il succède à Soro Guem à la tête de la FECI. Il a milité longuement à la FECI et en 2002, vous avez rappelé cet épisode, lorsque la crise survient en Côte d'Ivoire, on se rappelle de sa mobilisation. Qui ne se rappelle pas de ce discours le 6 novembre 2004 de Charles Blé Goudé? Le sobriquet de général de la rue. Oui, où il disait, si tu es en train de manger, arrête de manger. Et il a contribué, qu'on le veuille ou pas, à maintenir le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, être dans cette posture-là, pour ma part, c'est dérangeant. Et je pense que Laurent Gbagbo aurait pu, pourquoi pas citer son nom, parce que il a la force de citer le nom de Guillaume Soro et ne pas citer le nom de Charles Blé Goudé. Après, moi, je me pose des questions. Soro, le chef de la rébellion qu'il a combattu entre 2002 et 2011. Vous savez, pour la petite histoire, Charles Blé Goudé a été transféré à La Haye le 22 mars 2014. Le président Laurent Gbagbo se trouvait déjà à La Haye déjà en novembre 2011. Et ils ont pratiquement passé plusieurs années au sein de cette prison. Je me dis que lorsque vous êtes dans une telle difficulté avec un de vos fils, les liens se renforcent. Absolument. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer quelques années après, quand on sait que ce dernier cuisinait pour le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour ne même pas aujourd'hui, ne serait-ce que prononcer le nom de Charles Blé Goudé? Je pense pour ma part que c'est quand même dérangeant pour la posture que le président Laurent Gbagbo a aujourd'hui. Question mystère. Alors justement, Charles Blé Goudé, qui lui préfère aller à l'apaisement. Il cherche à calmer le jeu, comme on aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure dans l'extrait de son intervention d'hier que nous pourrons suivre. Et il appelle ses partisans justement qui, après la dernière intervention de Laurent Gbagbo, s'en sont pris à l'ex-chef d'État à ne pas oser aller jusqu'à ce point. Il leur demande de tempérer les choses. Et selon lui, le plus important est l'unité au sein de l'opposition ivoirienne. On va l'écouter. Tout le monde a peur la politique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de problème de la sensibilité. Pendant qu'on cherche à régler le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème d'injustice entre partisans de l'autorité et partisans de Laurent Gbagbo. Non. Je n'ai pas la force pour battre moi-même. N'insultez pas le problème. Non. N'insultez pas le problème. Non. Pas de querelle politique.
N'insultez pas Laurent Gbagbo, Soro Djabiga, Charles Blé Goudé qui se veut très ferme vis-à-vis de ses partisans qui frustrés par l'attitude de l'ancien président qui fut également, faut le préciser, leur ancien idole politique, puisqu'étant leader de la gauche et ancien chef d'État ivoirien, et qui aujourd'hui cherche visiblement à éviter par tous les moyens de se retrouver dans un même carcan politique que son ancien mobilisateur en chef. Alors il répond à Laurent Gbagbo, peut-être de la sorte, ne l'insultez pas, il va à l'apaisement, commentaire sur la réaction de Charles Blé Goudé, là où on s'attendait peut-être à une sorte de réplique assez envenimée. Vous savez, c'est pas facile d'être ignoré de cette façon-là. Je trouve que c'est vraiment frustrant et je comprends un peu les partisans de Charles Blé Goudé qui sont sortis aussitôt que la déclaration de Laurent Gbagbo est passée, qui sont sortis sur les réseaux sociaux, qui sont montés sur des panels TikTok, etc., pour injurier le président, pour l'attaquer, attaquer son intimité, sa famille. C'est quand même malheureux de voir ce genre de situation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même apprécié la sortie de Charles Blé Goudé, qui s'est carrément aplati, qui a fondu en excuses. Il a dit des paroles fortes. Il a dit, n'insultez pas Laurent Gbagbo, je n'ai pas la force de combattre contre moi-même. Quand on entend cette parole-là, Charles Blé Goudé est en train de s'identifier à Laurent Gbagbo. Il dit, je n'ai pas la force de combattre contre moi-même. En lui, il voit Laurent Gbagbo. En Laurent Gbagbo, il se voit. C'est un miroir qu'il voit quand il voit Laurent Gbagbo. Il a été son mentor depuis les années de la FECI. Il a été son mentor pendant la lutte patriotique. Et il a été son mentor même pendant la crise post-électorale. C'est toute une histoire qui lie ces deux hommes. On en vient à se demander finalement, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a bien pu faire pour que Laurent Gbagbo le tienne à l'écart, au point de ne même pas pouvoir prononcer son nom? Sinon, d'aucuns vont me jusqu'à se demander, mais c'est qui le fautif d'entre les deux? Parce qu'on a l'un qui semble garder une rancœur tenace vis-à-vis de l'autre, quand l'autre, lui, estime qu'il veut je suis dans une logique, parce que là, on sent que c'est Charles Blé Goudé qui est demandeur, et c'est Laurent Gbagbo qui est ferme sur sa position, qui ne veut pas le voir, qui ne veut pas pardonner, s'il y a problème véritablement, mais on sent que c'est Laurent Gbagbo qui ne veut pas entendre parler de Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que Charles Blé Goudé a bien pu faire? Si ce n'est pas le cas, c'est que son petit jeu de victimisation marche bien. Mais la situation actuelle montre un Charles Blé Goudé qui est demandeur, qui veut voir Laurent Gbagbo, qui veut apaiser la situation, qui veut renouer avec son père. Quoi qu'il a décidé de voler de ses propres ailes maintenant en créant son parti politique, ça devait être une fierté. Ce n'est pas aujourd'hui. Charles Blé Goudé n'a jamais milité au sein du Front populaire. On en a parlé. Durant son parcours, durant un pan de son parcours, il a connu un compagnonnage avec le FPI. Oui, compagnonnage idéologique. Voilà, mais il n'était pas FPI. Et en ce moment, il avait le COGEP, qui faisait aussi le compagnonnage avec le FPI, avec la Galaxie patriotique, tout ça. Et là, quand il revient, il change. C'est vrai que la dénomination reste, mais l'esprit change. Maintenant, ça devient un parti politique. Voilà. Et un parti politique de gauche, mais qui n'est pas proche du PPACI. Et c'est un peu compliqué. Charles Blé Goudé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pas qu'il n'est pas proche, mais qui n'est pas membre du PPACI, sinon qu'il n'est pas allié au PPACI. Ouais, c'est pourquoi parce que tous les deux partis sont de gauche, de toute façon. C'est pourquoi je dis qu'il est de gauche, mais il n'est pas proche du PPACI. Voilà, on sent plutôt. Parce que le PPACI, non, on sent plutôt le PPACI un peu proche de MGC, un peu proche de FPI, de Pascal Affi. Certainement pas. Parce que vous savez qu'on voit Charles Blé Goudé dans les manifestations de MGC et vice versa. Bien sûr. Vous savez dire le COGEP proche du MGC et du FPI, non du PPACI. Vous savez, Laurent Gbagbo part là en novembre 2011. Il revient, si ma mémoire est bonne, en le 17 juin 2021. Et lorsqu'il revient, déjà dans son attitude, dans son approche, on sent plus ou moins qu'il repousse un certain nombre de compagnons. À aucun moment, on a vu Laurent Gbagbo s'entretenir avec Pascal Affi N'Guessan, qui a été pourtant son premier ministre, qui a été pourtant le président du FPI et qui a été pourtant son directeur de campagne. À aucun moment, on a vu le président Laurent Gbagbo avec Simon Gbagbo, avec qui il a mené des batailles, avec qui il a été en couple. À aucun moment, on le voit avec des personnalités telles que Mamadou Koulibaly qui ont mené ensemble le combat. Et aujourd'hui, on se pose la question... Qu'est-ce qui se passe véritablement avec Charles Blé Goudé? Alors là, vous dépeignez le portrait d'un homme politique accroché à ses rancunes. Je ne vais pas parler de rancune forcément, mais après, je me dis qu'il a un certain nombre de problèmes avec des ex-compagnons. Et je me dis,
dans sa posture, que vous devez dans sa posture de chef d'État, d'ex-chef d'État, dans sa posture de quelqu'un qui aspire à reprendre le pouvoir et surtout à incarner l'idéal de réconciliation nationale. J'espérais voir un homme qui aurait tendu ses bras à ses ex-compagnons, mais aujourd'hui, pour ce qui nous est donné de voir, je pense que c'est bien dommage. Vous savez, l'analyse est un peu nuancée. À ce stade-là, on ne peut pas parler des rancunes. Laurent Gbagbo a quand même pardonné à Guillaume Soro, qui a attaqué son pouvoir, qui a contribué fortement à sa chute. Non, mais si on parle plutôt de ses relations, de ses rapports avec ses ex-compagnons de route, Simone Gbagbo, son ex-épouse, mais également ex-compagnonne de lutte, on a également Mamadou Coulibaly, on a Pascal Affi-Guessan, Charles Blé Goudé, en fait, toutes ces personnalités-là qui ont marqué les Ivoiriens, du moins du temps de la gouvernance du FPI entre 2000 et 2011. Avec aucun d'entre eux, il n'arrive à s'asseoir et discuter. Lui qui est le père de la fameuse boutade Asseyons-nous et discutons, lancée en 95 lors du boycott actif, justement contre le régime d'Henri Konan Bédié. Il parle à Alassane Ouattara, il parle à Guillaume Soro, il parle à Henri Konan Bédié, mais avec ses anciens compagnons, et pas n'importe lesquels, ils ne peuvent même pas s'asseoir et discuter. Comment l'expliquez-vous, Soro Djabiga? Non, personne, nul ne peut expliquer cela. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour comprendre, pour savoir ce qui s'est passé entre ces personnalités. Mais finalement, c'est qui le problème? Non, on ne va pas fustiger quelqu'un parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé véritablement. Vous savez, il faut faire attention dans une pareille situation. Il faut éviter d'accuser quelqu'un et après d'avoir honte. Parce que aujourd'hui, tout porte à croire que c'est Laurent Gbagbo le problème, parce que c'est lui seul aujourd'hui qui est opposé à toutes ces personnes. Mais peut-être que c'est lui aussi qui s'est senti à un moment donné attaqué, qui s'est senti phagocyté à un moment donné. Alors lui, il a tout à reprocher aux autres, les autres n'ont rien à lui reprocher. À qui le fasse, ils ont quelque chose à lui reprocher. Jusque-là, on n'a pas encore entendu Mamadou Coulibaly reprocher véritablement quelque chose à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Simon, on peut comprendre que c'est un problème émotionnel, c'est un problème de couple. Les divorces arrivent entre deux personnes. C'est vrai que ce sont des personnalités, mais le divorce arrive. Avec Charles Blé Goudé, c'est son fils, ils ont connu un bon parcours ensemble, ils ont fait la prison ensemble. Mais le problème, je pense que le problème doit être assez profond quand même pour que Laurent Gbagbo, quand on connaît un homme qui est gentil, aimable, qui est beaucoup taquin, qui aujourd'hui fait l'effort, prend sur lui-même de toujours... Pourquoi vous riez lorsque j'apprécie vous savez, moi, c'est votre lecture de la moi, je retiens une chose depuis le 14 juillet 2024. On a assisté à un appel, l'appel de Beaunois. Et quelques mois après, l'appel n'a pas prospéré. Mais bien au contraire, on a vu, d'autre part, une coalition se mettre en place avec des leaders qui étaient plus ou moins... Non, les gens n'ont pas compris l'appel. Non, mais... Non, vous avez mal. Et puis, les réunions étaient infructueuses. Ça a été mal interprété. L'appel, ne voyez pas l'appel comme un appel à la gauche à venir se réunir et combattre un système. Comment doit-on le comprendre? Non. Il a invité, c'est pas l'appel aux partis politiques de l'opposition, c'est l'appel à tous les Ivoiriens. Est-ce que vous savez, il y a eu combien d'adhésions depuis cet appel? Il y en a eu combien? Non, je peux pas vous le quantifier, mais je vous promets que le PPAC a enregistré un nombre important de militants. Parce que c'est un esprit que Laurent Gbagbo... Pour la coalition. Je viens, allons un à un. Je vous dis, ne pensez pas que l'appel a été lancé seulement aux partis politiques ou à des formations qui existent de façon formelle. L'appel a été lancé. Après, il a réitéré avec le mouvement Trop c'est trop. Vu que l'appel n'a pas été bien perçu. Mais encore qu'il reste stérile. Parce que non, le mouvement n'est pas resté stérile. Quand il lance le mouvement Trop c'est trop, il dit, toi qui es maltraité, toi qui vois tes droits qui ont été retirés, toi qui vis dans des conditions difficiles, toi qui as vu ta maison détruite, toi qui ne travailles pas, toi qui as perdu ton emploi, je lance le mouvement Trop c'est trop. Il vient adhérer pour qu'on lutte ensemble. Ici, on parle de fédéralisme en termes de rassemblement. Mais les Ivoiriens ont adhéré au PPAC après l'appel. Non, indépendamment, les Ivoiriens adhèrent au RHDP, ils adhèrent au PDC, ils adhèrent au MGC. Mais bien sûr, cet appel n'était pas... Ici, on parle plutôt d'une sorte de coalition. Chaque Tidiane Cham lance la CAPSI, la coalition pour une alternance pacifique. Tout de suite, le MGC répond, le FPI adhère, le COGEP s'y agrippe, et bien sûr, autant de mouvements de la société civile. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, vous savez, nous savons tous que le GPS a été interdit d'exercer. Vous comprenez, par la justice ivoirienne. Sinon, le GPS a adhéré à l'appel. Jusqu'à présent, non officiellement. Non, mais justement, parce que il faut pas commettre cette erreur-là pour se retrouver en prison comme l'honorable Kando Soumaïla.
Vous comprenez? C'est un peu difficile. Le GPS, le GPS est un grand parti. Le GPS a répondu à l'appel. Un mouvement politique, voilà. Pas encore un parti. Le GPS a répondu à l'appel, mais ce n'est pas formel, parce qu'il faut quand même respecter les institutions judiciaires de la Côte d'Ivoire. C'est dit que l'appel de Benoît n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les Ivoiriens ont répondu à l'appel. Des mouvements citoyens ont répondu à l'appel. Il y a un parti politique, et non des moines que je viens de citer, un mouvement citoyen qui a répondu à l'appel. Donc, à la suite de l'appel, le président Gbagbo a lancé encore le mouvement Trop c'est trop. Et plusieurs personnes sont en train d'adhérer, ceux qui le suivent, parce que lorsque Laurent Gbagbo parle, les gens sont dans l'émotion. Ça, c'est Dieu qui lui a donné cette aura-là. On ne l'achète pas, on ne le cultive pas. Absolument. Dieu lui a donné cela. Quand Laurent Gbagbo parle, tout le monde est dans l'émotion, on sent l'ébullition. Mais après, à tête reposée, quand la tête est froide, prenez le temps de lire son discours et vous comprenez la quintessence de ce qu'il dit. Et à l'issue de ça, quand les gens finissent de lire, je vous promets que des gens adhèrent. On va boucler ce chapitre avec justement l'aspect réconciliation. Jean-Richard, aujourd'hui, le schisme, c'est clair, il est évident au sein de la gauche ivoirienne. Le PPAC, qui est perçu comme la formation emblématique de ce groupement, sinon de ce bord idéologique, semble marcher de façon solitaire, même si Soro nous apprend que GPS de Guillaume Soro a décidé donc de marcher, de cheminer avec le parti de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il est possible que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, dans la perspective, pourquoi pas, du scrutin d'octobre 2025, se rassemblent ou tout au moins s'asseyent pour aboutir à une sorte de compromis politique? Vous savez, en 1995, en 1995, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il se mettait avec le RDA à l'époque, avait dit qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. C'était deux partis qui étaient opposés idéologiquement. Au sein du Front républicain. Au sein du Front républicain. N'empêche qu'il a décidé de marcher avec Alassane Ouattara. Et dans une dynamique de reconquête du pouvoir, je me dis que tout reste possible. Et puis après, lorsqu'on a dîné avec Charles Blé Goudé, quelqu'un avec qui vous avez partagé pratiquement la même cellule, la même idéologie, je me dis que la même galère, je me dis que ça peut se faire assez facilement. Après, s'il n'y a pas de rencontre jusqu'aux prochaines élections, on pourra comprendre que il est difficile non seulement au président Laurent Gbagbo de pardonner lui-même à ses ex-amis, il sera pour lui difficile de pardonner à certaines personnes ou encore à réconcilier la Côte d'Ivoire. Si déjà il a du mal à réconcilier ceux avec qui il était, famille politique, ça restera forcément difficile. Soro Djabiga, une réconciliation, c'est envisageable entre les deux hommes? Oui, nous sommes en politique. Qui dirait la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Les choses bougent en politique, les contextes sont très dynamiques. En 2013, en 2011, lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté et lorsqu'il a été transféré plus tard à la CPI, nous avons entendu le président Bédié dire en son temps Laurent Gbagbo est bien là où il est. Quelques années plus tard, on a senti le rapprochement entre les deux grands hommes. Ce n'est pas impossible aussi de voir plus tard Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo mener le même combat aux mains dans la main, fumer le calumet de la paix si effectivement il y a une division. Donc je pense que c'est pas impossible. Les deux hommes peuvent se remettre ensemble. Et puis vous savez, pour terminer assez rapidement, vous savez, de 1994 jusqu'à 1998, Charles Blé Goudé était un fervent supporter du Front populaire ivoirien. Et à cette époque, il a été emprisonné plus de 7 ou 8 fois dans son soutien au président Laurent Gbagbo, à l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Au nom de la lutte estudiantine, de façon plus formelle. N'empêche qu'il soutenait ouvertement le président Laurent Gbagbo dans son combat. Et je pense que lorsque quelqu'un, depuis son jeune âge, déjà à l'université, vous soutenait jusqu'à une certaine période, jusqu'à ce que vous lâchez le pouvoir en 2011, je pense qu'après, il faut taire toutes les divergences. Non, il faut déjà arrêter d'accuser le président Laurent Gbagbo. On va migrer vers le second sujet. C'est vrai qu'on reste en politique. Et cette fois-ci, on parle plutôt du parti au pouvoir pour aborder le point sur les pré-congrès et les préparatifs du congrès du RHDP des 21 et 22 juin prochains qui aura lieu à Abidjan. Alors là-dessus, on a l'intervention de Debadea, Blé Guirao, qui est secrétaire national chargé de l'animation et de la mobilisation au RHDP. Il nous livre ici les grands axes des pré-congrès, comment évoluent les préparatifs, mais également comment est-ce que s'organise le prochain congrès qui devrait logiquement voir Alassane Ouattara être reconduit à la tête de cette formation politique. Que dans le retenu du congrès du RHDP, le parti dirigé par son excellence le président Alassane Ouattara, à travers ce congrès, veut d'abord démontrer que la démocratie est en nos seins et qu'on veut que tous les militants que nous qu'ils soient dans toutes les régions de Côte d'Ivoire s'expriment
Et contrairement à ce que les gens croyaient, ce n'est pas une convention, c'est un congrès. Et le congrès là a à son ordre du jour des points essentiels, dont la révision des statuts réglements intérieurs, dont évidemment l'examen de la vie et du fonctionnement du parti, et puis enfin la politique générale. Donc on appelle tous les militants, quelle que soit leur distance, quelle que soit leur religion, leur lieu d'habitation, à venir évidemment à ce pré-congrès pour évidemment exprimer leurs avis, afin que ce soit pris en compte en termes de synthèse au congrès, pour montrer évidemment qu'à RHDP, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'insubordination, il n'y a pas de petits militants, tout le monde est considéré par la haute direction du parti, et le président directoire, le ministre d'État, J.P. Kafana, le secrétaire exécutif du RHDP, le ministre gouverneur, c'est Baba Congo, avec tous les collaborateurs s'intéressent là, et c'est pour cela que c'est comment lieu. Aujourd'hui, nous sommes à 2 dernières semaines avant le congrès, et je voulais vous informer que sur les 47 coordinations régionales que nous avons, il y a déjà plusieurs coordinations pré-congrès. Pour ce week-end du 14 mai, nous aurons 16 localités complètes pré-congrès, à savoir les 13 coordinations régionales du Sud-Abidjan, et puis on aura le Sud-Pomoué, on aura Ontogo et le Poro. Et ce pré-congrès-là, pour montrer la vitalité du parti, déjà vous le voyez à travers ce qui a été fait, la mobilisation des Ivoiriens, que les gens ne ou pas, mais qui viennent au meeting de fin de pré-congrès pour montrer évidemment que le travail fait par le président Hassan Ouattara et le RHDP, c'est un travail colossal. Et pour ceux que les Ivoiriens souhaitent que le RHDP et son président continuent ce qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire en termes de paix, de cohésion, de travail, de beaucoup de choses pour le bonheur des Ivoiriens. Les préparatifs de 2 ans congrès avancent. Vous savez que le président du parti a nommé le ministre Amédée Kwaku, président du comité d'organisation, et la ministre Mariatou comme la présidente du comité scientifique, qui ont mis en place des équipes qui sont allées travailler. Moi, personnellement, je suis de la commission mobilisation en tant que vice-président, parce que vous savez, je suis le secrétaire national à l'animation de la mobilisation du parti, et depuis, nous sommes allés travailler. Et ce qui est important, le congrès avance. Vous allez voir que le 21 au palais de l'opposition à Port-Boué, vous verrez évidemment les congressistes qui sont attendus au nom de 7000 et qui évidemment vont venir plancher sur ce qui a été dit au niveau des tests, au niveau des régions, pour que évidemment on fasse la synthèse et que la Côte d'Ivoire tout à fait sache ce que la Côte de la RHDP a pu sortir de son congrès ordinaire. Pour ce qui concerne le meeting de BP, parce que le congrès va être mis en 2 étapes, le 21 c'est studieux, c'est le test au pôle de l'exposition à Port-Boué, mais le meeting même qui a démontré la vitalité du parti après ce qu'on a vu dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ça va se finir au stade BP. Naturellement, le stade prend 60 000 places assises et puis on peut mettre 10 000 personnes sur la pelouse, mais nous n'avons que pour ce meeting-là et pour ce que les Ivoiriens veulent, on aura plus de 100 000 personnes, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des quotas pour une telle région, vous avez 5 ans et c'est tout petit, parce que tous les Ivoiriens peuvent venir dire merci au président Ouattara, tous les Ivoiriens veulent notamment venir de prier pour continuer le travail qui est fait pour la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, parce que vous voyez partout, toutes les régions chrétiennes, dans Abidjan et dans les villages de Côte d'Ivoire, et par rapport à des gens qui sont à l'extérieur, vous avez vu hier aux États-Unis, où vivons l'ambassade de Côte d'Ivoire à New York, à Washington, on a fait évidemment un truc qui a marqué tout le monde. Tous les pays étaient venus déguster les mers et la culture ivoirienne. La Côte d'Ivoire était beau aujourd'hui et on n'essaie pas une équipe qui gagne. Les Ivoiriens de l'ensemble de la paix, veulent la continuité, veulent le développement. Et c'est à travers le RHDP, un parti qui n'est pas théorique, un parti qui n'est pas dans le rouge et là, mais un parti qui évidemment veut démontrer que lorsqu'on avance, comme certains le disent, on laisse des traces, mais pas des traces de la théorie, pas des traces dans le bavardage, pas des traces dans le rouge et là, mais des traces concrètes, visibles pour la paix et la sécurité des Ivoiriens. Voilà ce que je peux dire, et on vous dit merci, parce que Soro, en 1 minute, est-ce que l'on s'achemine vers une démonstration de force du parti au pouvoir les 21 et 22 juin prochains?
Oui, c'est une évidence. Le pouvoir de mobilisation du RHDP n'est plus à négliger. C'est quand même le parti au pouvoir qui gouverne depuis près de 15 ans maintenant, sinon on dirait depuis 15 ans. Et je retiens 3 choses de l'intervention de Blé Guiraou. Il a dit d'abord que le Congrès permettra de montrer la vitalité du parti au pouvoir. Il vient de le dire, c'est une évidence. Il a aussi dit que ce congrès-là, ça fait partie des tests. Ce congrès permettra de connaître les résolutions qui ont été faites dans toutes les bases où il y a eu les pré-congrès. Il a conclu, il a terminé pour dire que le RHDP n'est pas dans le vuvuzela et le RHDP est dans le concret. Il a laissé des traces. Le RHDP a construit, il a travaillé. C'est quelque chose qui m'a quand même marqué. Et si tant est que le RHDP travaille véritablement, pourquoi prendre le risque d'embraser la situation sociopolitique? Pourquoi se donner autant de mal pour crisper la situation politique en retirant ces 4 figures de la liste électorale? Mais là, vous rejoignez Évariste Miambli qui estime qu'il faut aller à l'amnistie carrément, pour démontrer la force électorale. Et voilà quelqu'un qui force mon admiration. Depuis un moment, il prend le risque quand même de sortir. Vous parlez d'Évariste Miambli, voilà. Il prend le risque quand même de sortir la tête et on sent une certaine lucidité dans son propos. Au départ, son intervention a été interprétée de diverses manières. On se disait qu'il veut rebondir politiquement. On se disait que ça a été suscité au plan interne. Mais là, on voit quelqu'un qui est un peu lucide, qui quand même dénonce des bavures, qui dénonce des travers du pouvoir en place. Quoi qu'il reste toujours dans sa chapelle politique, le RHDP, mais quand même il dénonce, quand il lance un message aux jeunes, il dit aux jeunes qui ont été lésés, aux jeunes qui ont été marginalisés, je suis là aujourd'hui. C'est un aveu quand il dit que des jeunes ont été marginalisés, alors que quand on entend le RHDP dresser son bilan, mais c'est à quoi que tous les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. On a vu dernièrement le forum de la jeunesse au palais de la culture de Trècheville. Nous avons entendu le ministre de la jeunesse quand il expliquait un peu le bilan de cette activité-là. Donc ce congrès-là, c'est clair, il permettra de réaffirmer le leadership du RHDP, sa capacité de mobilisation. Et aussi, mais on a constaté que tout est centré autour d'une figure, le président Alassane Ouattara. Absolument. Un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, partout où il y a eu pré-congrès, chacun appelle à la candidature du président Alassane Ouattara. Même s'il ne s'agit pas de la convention, mais plutôt du congrès ordinaire qui doit donc aboutir au renouvellement certainement du mandat de M. Ouattara comme étant président du RHDP au pouvoir. Jean-Richard Guesson, est-ce que ce congrès est le signe justement, ou bien sinon les pré-congrès auxquels on assiste depuis quelque temps sont le signe d'une assise populaire renforcée du parti au pouvoir sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire? Oui, incontestablement, au regard de ce que nous est donné d'observer depuis quelques semaines, on observe que le RHDP reste un parti qui est fortement implanté au niveau de la Côte d'Ivoire. On a vu des pré-congrès un peu partout, que ce soit dans le Béquet, dans le Guimont, dans le Tchologo. On a vu une forte mobilisation des militants du RHDP. Et il y a cette volonté-là au niveau du RHDP de démontrer non seulement la force de frappe du parti, mais de montrer aussi que les militants adhèrent à la politique du président Alassane Ouattara. Et Blé Guiraou qui annonce justement un giga-meeting au stade de Bimpe. Effectivement, et ce congrès-là est important à plus d'un titre, comme il le rappelait, parce que ça va permettre de dresser non seulement le bilan de la nouvelle organisation du parti. On sait que le premier congrès, c'était déjà en 2019, et il y a eu une restructuration du parti en 2022. Donc il y a un bilan qui doit être dressé, et puis c'est de dégager les nouvelles perspectives aussi au niveau du parti, renouveler, on l'a dit, le mandat du président Alassane Ouattara, et puis faire des recommandations notamment pour renforcer encore la présence du parti et l'implantation du parti à travers le territoire ivoirien. Je pense que ce congrès-là démontre que le RHDP est un parti assez fort, qui est bien implanté. Au regard de ce qui se passe au RHDP, on reste tout de même quand même déçu de voir qu'au niveau de l'opposition, on continue de se déchirer. Je pense que l'opposition gagnerait au regard de ce que le RHDP montre d'être une opposition soudée si elle veut éventuellement battre le RHDP aux prochaines élections d'octobre 2025. Soro Djabiga, assez rapidement, est-ce qu'Alassane Ouattara, dans les conditions actuelles, avec cette mobilisation de ses partisans autour de sa personne et de sa candidature, est, on peut le dire, condamné à répondre à leurs aspirations, à leurs exigences, c'est-à-dire de se présenter pour un 4e mandat? Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est beaucoup insondable. Il est difficile de prévoir, d'anticiper sur ses actions.
Mais cette situation, c'est quand même du réchauffé. Hein. C'est quelque chose que nous avons vécu en 2020, où on appelait un peu partout à sa candidature. Donc, on ne sera pas surpris qu'il annonce encore une autre candidature. Il a déjà donné des couleurs. Lors de la présentation des vœux du corps diplomatique, il a dit qu'il a encore la force de gouverner, il a encore la force de faire un autre mandat. Donc, on ne sera pas surpris. C'est quelqu'un qui est en train de nuancer un peu. Il entretient un flou autour de sa candidature. Donc, il est difficile aujourd'hui de prévoir, de savoir si oui ou non il sera candidat. Il est clair qu'il atteint un certain nombre d'éléments parce que le contexte est un peu sensible. C'est écarter les 4 grandes figures que nous connaissons, qui sont Thiam, Gbagbo, Sowore, Blé Goudé, et aller à cette élection-là, il faut réunir un certain nombre d'éléments avant de se prononcer, avant d'être sûr que tout peut se tenir dans de bonnes conditions. Peut-être de grandes annonces les 21 et 22 juin prochains lors de son discours officiel devant ses partisans. Ah oui, on attend de voir, comme il a dit... les annonces, je veux dire, allant dans le sens, pourquoi pas, de l'instauration d'un dialogue politique dans le pays. On l'espère véritablement, parce que vous savez, il y a... Le climat politique est surchauffé. Il y a cela quelques heures, on a assisté à la venue de quelques représentants de l'Union africaine chez le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on sent plus ou moins une volonté de la communauté internationale d'avoir un regard sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On espère qu'au niveau de la présidence, au niveau du pouvoir RHDP, on va plus ou moins apporter... il y aura cette volonté-là de discuter avec l'opposition parce que c'est le souhait de bon nombre d'Ivoiriens. On change complètement de registre pour aborder donc une actualité sportive. Hier, dans la nuit, nous sommes le mercredi aujourd'hui, donc dans la nuit de mardi à aujourd'hui mercredi, les éléphants de Côte d'Ivoire ont affronté le Canada lors du Canadian Shield, un tournoi de 4 nations qui réunissait outre la Côte d'Ivoire, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et bien sûr le pays organisateur, le Canada. Score final, 5-4 pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont ainsi pris le dessus sur le Canada, même si au final les Ivoiriens terminent dernier de leur poule, dis donc du tournoi, derrière la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine. Alors là-dessus, il y a beaucoup de réactions. Jean-Richard Nguessan, peut-être que vous dormiez, il était déjà très tard quand le match se déroulait, c'est terminé autour de 3 heures du matin, mais quand même, on a eu des échos, il y a même eu une rediffusion aujourd'hui sur les antennes de la télévision ivoirienne, notamment de la 3. Alors là-dessus, quelle est votre analyse, votre petite analyse de la prestation de nos Pachi dernière au niveau de Toronto? On sent que la Côte d'Ivoire reste une équipe assez solide et solidaire, même s'il y a quelques défaillances au niveau de la défense. Et il faut noter quelques bons points, notamment un jeune parfait, Guiagon, qui a joué notamment à l'Africa. Sociétaire de Charleroi. Le roi qui a montré ses classes au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, ici dans le championnat ivoirien. Et pour sa première titularisation qui a montré de belles choses. Il faut saluer aussi le leadership, quoi qu'on dise, de Faye MS, qui a eu le courage de mettre ce jeune garçon. C'est vrai que dans l'ossature de l'équipe, on a vu les anciens, on a vu Adengra, on a vu Nicolas Pépé, qui ont montré quand même de belles choses. Mais on a senti une équipe quand même assez poussive parce que la saison a été longue. Et en fin de saison, on sent forcément qu'il y a le poids de la saison, une certaine lourdeur, il manque cette fraîcheur technique qu'on a en début de saison, mais n'empêche qu'on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire assez volontaire, déterminée. Et puis on salue aussi le leadership de Faye, même si pour certains, il aurait dû aller avec la volonté, non pas de faire un certain remaniement, de faire jouer certains nouveaux joueurs, aller avec cette volonté-là de démontrer que la Côte d'Ivoire reste le champion d'Afrique, mais il a tenu à ce tournoi-là de faire quelques réajustements techniques, d'où la titularisation de Parfait qui a montré de belles choses. Parce qu'il y a, il faut le rappeler, il y a assez longtemps que la Côte d'Ivoire ne joue pas forcément avec un 10. Et je pense que ce garçon a montré de belles choses. Et je pense qu'il y a à espérer pour les lendemains au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Avant de permettre à Soro Djabiga de dire un mot sur ce match que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas pu suivre, malheureusement, puisqu'il se déroulait, je le répète encore, très tard dans la nuit. On a des réactions, notamment de Koni Komatien, qui est ancien international ivoirien, et qui se prononce sur le coaching de Emers Faé,
qu'il apprécie, qu'il veut saluer. Mais à côté de lui, il y a également Anissi Allah, qui est commentateur sportif, qui n'est pas forcément du même avis. Alors, on va écouter ses réactions contrastées et on revient pour le commentaire. Si le management de Faye, moi, ce que je peux apporter un peu comme espérance, je pense que Faye, il fait bien de pouvoir attribuer la chance à tout un chacun, en fait, à tout un chacun, parce qu'on avait ce problème-là avant. Avant, il fallait vraiment au top pour avoir une chance de venir en sélection. Voilà, quand il dit au top, il fallait peut-être dans les grands clubs pour être en sélection. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs, on ne les trouve pas forcément dans les grands clubs. Tu peux être un très bon joueur, mais être dans un petit club. Et quand tu appelles en sélection, quand il vient, il explose. Et moi, je salue vraiment Faye, ce côté-là. Il donne vraiment la chance à tout un chacun de s'exprimer. Il donne la chance à tout un chacun de pouvoir porter aussi le maillot orange blanc et défendre aussi les couleurs de la nation. Et ça, c'est très important. C'est un signal fort aussi qu'il envoie à tout le monde qui dit oui, tu peux être dans un petit club, mais si tu es un très bon joueur, on peut t'appeler en sélection. Et c'est à toi de saisir ta chance. Et avant, on n'avait pas cette occasion, en fait. Et moi, je me rappelle bien que les gens luttaient pour ça. Même dans le temps, on se plaignait un peu, mais pourquoi est-ce qu'on n'appelait pas les joueurs qui jouaient le championnat ivoirien? C'était un peu compliqué. Je me rappelle, après cette bataille, je pense qu'on a appelé une fois Yakona Didi en sélection, après il y a Soro Bakary qui a suivi, après il y a eu le gardien Didi Stéphane, et après il y a eu Doubia Mamadou. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, vous voyez que Faye Metz donne la chance à tout le monde. Et c'est à toi de se saisir ta chance, parce qu'il a bien une idée sur son équipe. Et ce genre de match-là, c'est aussi important de pouvoir donner la chance aux jeunes. Parce que Faye il a bien une idée sur son équipe. Il a bien une idée sur son équipe. Et si ce genre de match-là, tu ne donnes pas la chance, c'est dans quel match que tu vas donner la chance? Voilà, on ne va pas attendre seulement qu'il y ait des matchs amicaux contre des petites nations. Non, c'est aussi, même contre des grandes nations du foot, il faut se donner la chance aux gens de pouvoir s'exprimer. Parce que voilà, quand tu joues en sélection, tu es appelé à jouer contre des grandes nations. Voilà, tu es appelé à jouer contre des grandes nations. Donc on veut te voir aussi face aux grandes nations. Et si tu arrives à élever le niveau, si tu arrives... Ce tournoi s'apparente à la Coupe intercontinentale qu'on a arrivée en septembre 1992, après avoir été champion avec Guillaume Martial. Voilà, il y avait l'Argentine, représentant du continent latino-américain, les USA anglo-saxons, l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Demi-finale Côte d'Ivoire-Argentine. On a été battu 4-0. L'Arabie Saoudite a battu les États-Unis 2-0. Et en bas de classement, la Côte d'Ivoire a été battue par les États-Unis 5-2. Et on a terminé gagné d'autres poules. Le constat que je fais, à Riyad, on est parti sans nos professionnels. On est parti seulement avec deux professionnels. Là, on devait rencontrer l'Argentine de Diego Maradona. Et là encore, c'est un tournoi un peu analogue auquel on va, au Canada, en étant champion d'Afrique. Et on va pour essayer des joueurs. Non, c'est pas un tournoi comme ça qu'on va essayer des joueurs. C'est-à-dire que c'est un tournoi où on cherche à gagner son match. Quand on s'est positionné maintenant au niveau du classement, le second match, on peut faire des essais en cherchant un match nul. Mais dans tous les gens, on ne peut pas aller remanier une équipe pour voir. Non, c'est-à-dire l'entraîneur ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'une équipe nationale, il faut travailler sur des automatismes, sur des actifs. Non, remanier une équipe nationale, on va un tournoi pour le remporter. C'est pas un match amical, c'est un tournoi. Voilà, on est classé dernier. On ressemble à quoi? Soro Djabega, de quel côté penchez-vous? De celui de Koneko Matia, qui semble justifier les choix tactiques de Emers Faye, ou de celui de Anissi Allah, qui estime que notre sélectionneur national fait un peu dans le hasard au niveau du choix de ses éléments sur le terrain? Oui, entre ces deux analyses, ma position est un peu nuancée. Parce que d'un côté, il faut reconnaître que Emers Faye prend quand même beaucoup de risques. Hein, et il est coutumier de ces actions-là. Depuis la CAN déjà,
le MS Faye prenait des grands risques avec des remplacements en positionnant des joueurs au début du match, si bien que des internautes même avaient caricaturé cela en disant que si MS Faye te demande de laisser ta copine, il faut le faire parce qu'il sait pourquoi il le dit. Il prenait des grands risques et ces risques-là nous ont conduit à la victoire. Nous avons contre l'Uruguay, par exemple. Nous avons remporté la CAN. Mais contre l'Uruguay, par exemple, voilà un exemple assez éloquent. Je pense que d'un autre côté aussi, vous savez, la Côte d'Ivoire regorge tellement de grands joueurs. Nous savons plus de 500 joueurs professionnels qui jouent à l'extérieur. Et c'est pendant les grandes rencontres qu'il faut donner la chance aux joueurs de s'exprimer et former une équipe type. On va à une compétition décisive, une grande compétition qui est la prochaine CAN au Maroc. Et c'est maintenant qu'il faut former l'équipe. Quand même, on va pas repartir encore avec cette équipe qui a remporté la CAN. On connaît les déboires que nous avons essuyés au début de cette compétition. Il faut former une équipe assez solide. Et Faye Mers est dans cette logique-là. On ne le comprend pas. Mais lui seul sait où il va. Et quand un leader emprunte un chemin, il faut qu'il reste concentré là-dessus. Il ne faut pas qu'il se laisse distraire. Voilà. Donc, je pense que Faye Mers est sur la bonne voie. Moi, je veux, ma position reste tout de même mitigée parce que, à écouter Kode Kwamache, lui qui a notamment joué à l'international, qui a participé à la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, lorsqu'il dit qu'il faut apporter du sang nouveau, je me dis qu'il sait forcément de quoi il parle. Parce qu'il faut donner aussi la possibilité à des jeunes garçons qui ne sont pas forcément dans des clubs très huppés de goûter aussi aux délices de l'équipe nationale. Et surtout de se faire valoir, comme Parfait Diagon. Oui, on n'aurait pas vu la qualité de ce garçon si MS Faye n'avait pas pris sur lui de le faire jouer. Donc après, il est important d'essayer de nouveaux talents. Mais après, ce qu'Anissé a dit n'est pas forcément faux. Quand on va à un tournoi, on va avec un objectif. On va vous demander de vous rapprocher un peu plus de votre Lorsqu'on va à un tournoi, on va avec un objectif. Et l'objectif principal, c'est de gagner le trophée. Et malheureusement, on ne part pas à un tournoi comme on part à un match amical. On va avec l'objectif de gagner le trophée. Malheureusement, MS Faye, lorsqu'il partait à ce tournoi, avait l'objectif de changer plus ou moins l'équipe. De tester son dispositif. De tester son dispositif. Je pense que c'est dommage. Vous convenez avec moi que c'est parce qu'il a perdu. On le dénigre, on le critique. S'il avait gagné, on allait dire qu'il est fort. Vous savez, la position de Faye Mers est un peu délicate. Quand tu as atteint ce niveau-là, lorsque tu gagnes des victoires, tu es le tout puissant. Mais lorsque tu enchaînes des échecs. Ce que l'on retient tout de même, Soro Djabiga, c'est que deux sorties avec des joueurs qui font étalage de leur talent sous d'autres cieux, mais malheureusement sans aucun but, complètement une attaque complètement stérile. Je pense qu'on retiendra que Faye Mers est en train de former une équipe type pour aller à la CAN au Maroc. Très bien. Alors, on a eu des révélations, ne cesse de le dire depuis l'entame de ce sujet. Et parmi elles, il y a un certain Parfait Diagon, ce nom qui est ressassé sur notre plateau, mais également par d'autres confrères un peu partout. Akpa Clément, qui a été repositionné en charnière centrale pour l'occasion et qui n'était pas sur le côté gauche comme d'ordinaire. On a également d'autres joueurs qui ont fait valoir leur talent. On a aussi le retour de Justin Conan, qui n'est pas une révélation, mais qui a été décisif hier dans la riposte offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. On a demandé donc à Pierre Kwame, qui est journaliste spécialisé dans le domaine du sport également, de se prononcer sur ces figures-là, sur ces pépites que les Ivoiriens ont découvert hier sur leur écran. Bonjour à tous. Après la sortie manquée des éléphants face à la Nouvelle-Zélande, on attendait l'équipe de Faye face au Canada. On attendait de voir exactement quel visage ils allaient montrer. Et le classement disait déjà sur les ambitions de cette équipe ivoirienne. Et la grande attraction, la grande curiosité était Diagon Parfait. Qu'on a vu jouer à l'Africa ici, il était très bon, très performant, très technique. À Charleroi aussi, je pense qu'il fait de très belles choses, mais on ne l'avait pas encore vu jouer véritablement en équipe première. Et hier, c'était son baptême du feu, on peut le dire ainsi. Et là, je pense qu'il a crevé l'écran. C'est vrai qu'il lui manquait quelques petites choses, voilà, pas fait véritablement son jeu, mais je pense qu'il a vraiment créé l'écran. Il n'a pas déçu. On attendait de voir, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un véritable numéro 10 au sein de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et hier, il a essayé quand même de jouer ce rôle, faire le lien entre le milieu du terrain, l'attaque et le milieu du terrain. Et je pense qu'il a soutenu son rôle. En défense également, on avait M. Akpa Clément,
qui, ses premières sorties avec les éléphants n'a pas rassuré, mais hier, il a été vraiment solide, il a été vraiment un grand défenseur. Et à côté gauche également, on avait Clomandé Gislain, qui est resté égal à lui-même, qui a performé, qui a fait les allées et venues, le flux et le reflux. Voilà, avec ses centres millimétrés, ses centres cordons et tout ça. Et ce sont les trois joueurs-là. Bon, Yannick Kessié-Flotte, lui, on ne parle plus de lui parce que voilà, c'est le capitaine, il a toujours été performant, il a toujours répondu présent devant tous les matchs. Le fameux parfait Gagon de qui la Côte d'Ivoire attendra certainement énormément lors des prochaines sorties de la sélection nationale. Jean-Pierre Anguessan, on aurait bien voulu commenter les propos de Pierre Kwame, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti court à son terme. Rapidement, votre vue de presse quotidienne. Merci Adji et puis merci de votre fidélité également. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui barre à sa une non-respect du code de l'assainissement et du drainage, la prison et 200 millions de francs CFA d'amende. Rappelons que le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, M. Boaké Fofana, était face au Sénat pour présenter ce code de l'assainissement et du drainage. Congrès du RHDP est également au cœur de l'actualité. Le comité d'organisation en inspection, c'était au stade EBMP. Et puis les sapeurs-pompiers militaires sont également à la une de cette actualité. Le chef du bureau opération du groupement des sapeurs-pompiers militaires, M. Boni Nembalandri, a accordé une interview à l'intelligent d'Abidjan et il rappelle que 110 interventions par jour en moyenne. Et puis demain sur Facebook, Gbagbo en lettres ouvertes. Et puis l'intelligent d'Abidjan a accordé un entretien à Eric Babou, l'ex-international ivoirien qui évolue notamment à l'Africa Sport et à Toulon en France. Et de pourquoi je suis candidat à la présidence de l'Africa Sport. Et puis poursuivons cette revue de presse avec Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental présidentiel 2025. Awan Doli, Alassane Ouattara est un entraîneur, un capitaine et un buteur. Poursuivons cette revue de presse en nous arrêtant sur le titre de l'Inter qui barre à sa une deuxième congrès ordinaire du RHDP vers un plébiscite d'Alassane Ouattara. Et puis l'actualité politique est au cœur du quotidien Le Patriote, proche du RHDP, revenant sur le meeting du président Laurent Gbagbo à Port-Boué. Le journal barre à sa une. L'histoire est un témoignage. Voici l'homme qui veut se battre. Gbagbo, le faux brave, qui fait du bruit pour rien, en mettant en lumière les photos de son arrestation en avril 2011. Et puis le quotidien d'Abidjan revient sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Gbagbo s'adresse au peuple ivoirien demain. L'avenir, elle fait la pluie et le beau temps, parlant notamment de Nadi Baba, la vraie patronne du PPACI. Le jour plus revient également sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le PDC se dégonfle et annule sa marche annoncée pour aujourd'hui. Le nouveau réveil, mais barre à sa une l'intervention du président Tidjane Cham, une intervention qu'il a adressée au peuple ivoirien hier. Moi, je n'ai pas de sang d'Ivoirien sur mes mains. Et puis le sursaut revient sur, à travers un reportage sur le milieu carcéral ivoirien, alerte dans les prisons. Merci Jean-Michel Anguessan. Soro Djabega, dommage, on n'a pas beaucoup de temps pour vous permettre de réagir. Gardez vos punchs, vos cartons jaunes et rouges pour demain et vous aurez toute la latitude sur ce plateau de dire ce que vous avez à dire justement sur les titres développés par la presse ivoirienne ce mercredi. C'est sur cette revue de presse qu'on se sépare et qu'on se dit au revoir en espérant se retrouver demain parce que d'autres actualités tout aussi conscientes vous attendent. Portez-vous bien, au revoir.